Il y a des gens, des fois, qui me disent, mais le chirurgien, il va m'opérer que dans 4 semaines. Moi, je veux être opéré vite. Et je dis, non, Martine, tu veux pas être opéré vite. Tu veux vite plus être malade. N'importe quel citoyen de n'importe quel pays, tu vois, devrait avoir des cours sur activité physique, alimentation au niveau élémentaire, au niveau collège. Tu devrais arriver à 13 ans, 14 ans, tu vois, tu devrais savoir comment tu manges correctement, comment tu manges des légumes, comment tu manges de la viande, comment tu fais du sport. Ça devrait pas être réservé aux étudiants en médecine, ce savoir-là. Les patients me disent souvent, est-ce que vous avez un kiné, un APA qui est bien? Et je leur dis, oui, oui, je connais lui, il est très bien près de chez vous et il est bien parce que techniquement, il est bien et parce que humainement, il est bien. Et je trouve que tu vois, c'est deux choses très, très importantes. Dans ce nouvel épisode, j'échange avec le docteur Virgile Pinelli, médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation. Virgile conseille ses patients autour de leur activité physique, leur nutrition et leur style de vie afin d'améliorer leurs chances pré- et post-opératoires. Je pense que les valeurs que véhicule Virgile sont extrêmement importantes dans la société d'aujourd'hui et qu'on doit absolument soutenir sa démarche. Si tu es d'accord avec moi, partage ce podcast avec au moins une personne dans ton entourage qui pourrait en bénéficier et abonne-toi à la chaîne YouTube de Virgile. Ce podcast est soutenu par All You Need Nutrition, la marque de compléments alimentaires de haute qualité créé spécifiquement pour les sportifs qui veulent couvrir tous leurs besoins nutritionnels. Utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande et reste bien jusqu'à la fin de cet épisode pour en savoir plus sur All You Need Nutrition. Maintenant, sans plus attendre, voilà ma conversation avec le docteur Virgile Pinelli. Virgile, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Ça va très bien, Sean. Merci pour l'invite. Comment vas-tu, toi? Ça va bien, je te remercie, c'est un plaisir de t'avoir. Je me réjouis d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, Virgile, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Virgile, j'ai 34 ans. Mon job, c'est médecin de rééducation. C'est un job un peu large dans lequel beaucoup de gens font de la rééducation orthopédique, de la médecine du sport, de la rééducation neurologique. Moi, je me suis plus orienté vers de la rééducation en cancérologie, de la préparation avant chirurgie lourde et tout ce qui est un petit peu centré autour de la prise en charge via l'activité physique comme, tu vois, comme moyen d'amener les gens vers de la bonne santé. Au-delà de ça, je suis aussi enseignant en fac de STAPS sur l'activité physique. Je suis enseignant un petit peu dans plusieurs DU en médecine. Et puis, j'anime une chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube et Insta. Ouais, c'est vraiment cool de voir des docs faire du contenu. Je pense que c'est important pour, et on en avait parlé juste avant, hein, rendre tous ces concepts accessibles et faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent prendre leur santé en leurs propres mains et aller de l'avant. Euh, Comment t'en es arrivé on va dire, faire tes études de médecine et faire ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui t'animait depuis que tu étais petit? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Non, moi, je suis un mec qui a eu énormément de chance. Quand j'étais jeune, j'étais assez paumé sur ce que je voulais faire. Tu vois, j'avais pas trop d'idées. Mon premier dream job, c'était cuisinier. Donc moi, j'ai annoncé en quatrième à ma mère. Je lui ai dit, de toute façon, après le collège, tu vois, fini, je pars en CAP cuisine. Je passais tous mes mercredis après-midi dans la cuisine du restaurant du village. Enfin, tu vois, très bien. Et ma mère m'a dit non, 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 hors de question. Ma mère est née en 60, donc tu sais, c'est génération où il fallait absolument avoir un diplôme. Donc ma mère, elle a dit, tu vas faire ton bac d'abord. Et après le bac, tu feras des études. Et je me suis retrouvé à faire des études de médecine parce que il y a plusieurs gens de ma famille qui sont médecins. Ma mère est médecin scolaire, mon père est dentiste. Tu vois, enfin, donc, j'ai un peu suivi l'affaire parce que bah, finalement, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je n'avais pas trop le droit d'être cuisinier. Enfin, pas trop le droit, tu vois. Je pouvais être cuisinier, mais plus tard. Donc, j'ai fait de la médecine et coup de chance, ça m'a hyper plu. Euh, et, euh, du coup, je me suis retrouvé, comme beaucoup de gens, enfin comme tout le monde maintenant, du coup, à passer le concours d'internat en fin de sixième année, à avoir la possibilité de choisir de la rééducation. Et pareil, ça m'a hyper plu, mais pas dès le début. Et là, tu vois, c'est encore un nouveau coup de chance. Mes 2 premières années d'internat, je fais beaucoup de neurologie et tu vois, ça me plaît moyennement, mais genre, il n'y a pas la flamme. Et en 2015, je rencontre un gars fantastique qui s'appelle Marc Labrunet, qui est le docteur Marc Labrunet. Et ce mec-là, en fait, faisait beaucoup de rééducation cardiaque, beaucoup d'activité physique, évaluation nutritionnelle, motivation des gens. Tu sais, il avait déjà cette approche où, en fait, c'est pas le médecin qui te donne la bonne chose à faire et puis tu prends pas. Genre, il était très dans le flow des patients pour essayer de les accompagner au mieux, quoi. C'était hyper chouette. Et ce mec-là a changé ma manière de voir des choses et je me suis dit, en fait, je veux bosser comme lui, je veux faire de la médecine par l'exercice. Puis c'est comme ça que petit à petit, je me retrouve à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais tu vois, toute une cascade d'opportunités que j'ai attrapées, certes, mais qui se sont présentées, quoi. T'as adoré le processus dès les premières années d'études en médecine ou est-ce que ça a pris un petit peu de temps pour s'animer en toi?
La première année, je sais pas si je l'ai aimé ou pas. La réalité, c'est qu'on m'a dit, il y a un job, c'est tu te lèves, tu bosses, tu manges, tu bosses, tu te couches et tu tournes, tu vois. Et ok, tu vois, il y a un job, on fait le job. La deuxième et la troisième année, j'ai pas été un garçon hyper assidu sur les bancs de la fac. Je bringuais pas mal. Donc ça, c'était cool, mais tu vois, on peut pas dire qu'à ce moment-là, j'étais animé par la médecine. Et après, à partir du moment où on a eu l'externat et les stages à l'hôpital, là, ça m'a vachement plus parlé. Donc, à partir du moment où il y a eu du contact avec le patient et où c'était plus genre juste de la théorie abstraite et des réactions biochimiques. Ce qui est marrant parce que, tu vois, aujourd'hui, maintenant que je commence à avoir un peu de pratique, je me réintéresse de manière beaucoup plus focalisée sur les réactions biochimiques, sur le métabolisme cellulaire, mitochondrial, tu vois. Et ce truc-là qui me parlait pas du tout bon, il y a 20 ans maintenant, aujourd'hui, me passionne, tu vois, ça boucle un peu la boucle. Qu'est-ce qui t'a marqué dans tes études de médecine quand tu t'y repenses aujourd'hui? Est-ce qu'il y a soit un sujet, soit, comme tu l'as dit, une phase, l'externat, tu t'as dit, et donc parle un petit peu de ces différents éléments. L'externat, les premiers contacts avec les patients, ça m'a pas mal marqué. Et l'autre face de l'externat qui est euh, le fait que tu fais un job où tu es à la fois un peu médecin, un peu secrétaire, un peu gratte-papier, un peu pousse-chariot, enfin, où tu te rends compte qu'en fait, bah, l'hôpital, tu vois, sur le papier, tourne bien. Et la réalité, c'est qu'en fait, tu enlèves tous les étudiants de l'hôpital français, ça marche plus. Donc ça a été un événement marquant. Euh, il y a des trucs qui m'ont marqué aussi, c'est les ambiances de garde de nuit, tu vois. Euh, les gardes de week-end où en fait tu passes 24 heures dans un service d'urgence, tu vois pas le jour, tu es dans une espèce de microcosme avec les mêmes personnes et tout le monde en chie et tout le monde se serre les coudes et tu as une espèce d'ambiance qui est euh, globalement cool, tu vois, mais je sais pas, sur un fond de travail difficile. Les rapports humains, globalement, ça m'a beaucoup marqué, que ce soit médecin-patient ou dans les équipes de soins. Ouais, ça, et puis de voir à quel point on a, tu vois, des gens de tous les niveaux, que ça passe des aides-soignants jusqu'au chef de service. euh, tu trouves à tous les niveaux des gens, bon, alors certains qui n'en ont rien à branler, comme dans tous les métiers, et puis d'autres, par contre, qui sont dévoués, passionnés, investis, et j'ai toujours été en admiration devant ces gens-là. Je trouve ça extraordinaire. Donc, ouais, ça m'a marqué. Une des choses que j'apprécie particulièrement avec toi, c'est ta facilité de contact. Tu as une manière de communiquer qui est très très claire. Et est-ce que c'est le cas pour tous les étudiants avec qui tu étais en médecine? Est-ce que c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent chez les gens qui deviennent médecins ou pas nécessairement? Et je te retourne la question. Est-ce que c'est une caractéristique que tu as trouvée chez beaucoup des médecins que tu as consultés ou auxquels tu as été confronté? Honnêtement, je dirais que non. Non? Alors, ce serait la minorité, hein, je dis pas que j'en ai pas vu. Le médecin qui s'occupe de ma femme et moi en ce moment, il est comme ça. Il est très attentif, il est très à l'écoute, il est très curieux. Je dirais que c'est la Ouais. qualité. C'est un mot qui revient beaucoup ces derniers jours. Et je pense que ça, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai toujours ressenti de la part de tous les médecins avec qui j'ai dû travailler. Et parfois, c'était même l'inverse où j'avais l'impression, pour parler franchement, de lui faire chier Mm. et qu'il aurait, il aurait préféré que je sois pas dans son bureau. Et j'ai toujours trouvé intéressant le fait que dans nos professions, voilà, on n'est pas dans le même monde exactement hein, entre le sport et la santé, même si on est très très adjacent voilà, voilà, exactement. Ça se chevauche pas mal quand même. Euh, il y a ce besoin, à mon avis, de savoir établir le contact avec la personne qu'on a en face de soi. Mais je pense que c'est peut-être aussi une évolution au niveau sociétal, au niveau culturel. Là où il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans, le médecin était vu comme une entité supérieure, presque absolue, qu'il fallait absolument écouter et pas questionner. Est-ce que tu serais d'accord avec cette analyse? Ouais, 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 le médecin, il y a alors peut-être un peu plus en arrière encore, tu vois, pas 20 ans, mais 50, ouais, clairement, le médecin, c'était le notable. Hmm. Euh, Après, est-ce que c'est ce qu'on veut encore aujourd'hui? Tu vois, respecter un médecin, oui, bien évidemment, mais de la même manière que tu respectes une infirmière ou que tu respectes ton boulanger ou que tu respectes n'importe qui. Ça, c'est to be a human 101, tu vois. Enfin, euh, euh, mais je crois que c'est important de déconstruire déjà cette approche de, tu vois, je suis le médecin et tu es le patient.
où je suis le médecin et tu es l'enseignant en activité physique adaptée. Euh, c'est bien pour les relations, c'est bien pour le soin. Et ensuite, euh, moi, je pense que ça fait partie de ma personnalité intrinsèque, interne, tu vois, d'être euh, naturellement spontané, d'aller vers les gens, d'être d'un contact facile. Je suis absolument nul en lecture entre les lignes. C'est pour ça que je parle toujours franchement, parce que je ne veux pas imposer aux gens d'avoir tu vois, une capacité que moi, j'ai pas. Je suis naze pour lire entre les lignes. Euh, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi assez naturellement, alors qui se travaille maintenant, parce que j'en fais de plus en plus et ça s'est développé, mais je pense que je l'avais déjà à l'intérieur. Et tous les étudiants l'ont pas, tous les humains l'ont pas. Et clairement, aujourd'hui, un des trucs qui manque sur l'enseignement en fac de médecine, et je pense dans d'autres milieux aussi, tu vois, c'est de travailler sur tous ces soft skills. Parce que faire du technique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et tu vois, on discute beaucoup avec des patients. Moi, j'adresse beaucoup à des kinés, j'adresse beaucoup à des enseignants en APA. Et les patients me disent souvent, est-ce que vous avez un kiné, un APA qui est bien? Et je leur dis, oui, oui, je connais lui, il est très bien près de chez vous, et il est bien parce que techniquement, il est bien, et parce que humainement, il est bien. Et je trouve que, tu vois, c'est deux choses très, très importantes. Et c'est chouette d'être bien techniquement, si empathiquement, si humainement, t'es une crevure, ça passe pas. Et on est des humains, tu vois, on fait des trucs d'humains, on a des rapports d'humains. Donc on a besoin qu'il y ait cette espèce de chaleur, de confiance, euh, tu vois, de transmission. Euh, ouais, de transmission. Tu te rappelles quand Daniel Chaffé parlait à Sorgue, il a dit un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué. Il disait vendre, c'est transmettre un enthousiasme. Je crois que c'était ces mots. Ouais. Euh, et tu vois, j'avais jamais trop bien mis les mots, mais je considère qu'une partie de mon job, tu vois, c'est vendre des stratégies de rééducation, vendre des plans de traitement aux gens d'une manière bien évidemment imagée. Et donc, tu vois, tu es obligé d'avoir cet enthousiasme, je sais pas, il faut que le patient, il ait envie de faire ce que tu lui proposes. Parce que toi, tu as envie qu'il le fasse, parce que tu penses que c'est bien, parce que techniquement, tu es bon. Mais juste, si humainement, tu es pas, ben, euh, il le fera pas. Je pense qu'il faudrait plus travailler là-dessus dans les études. Moi, c'est un truc qui m'a manqué. Et je me considère encore une fois comme chanceux, tu vois, de naturellement avoir cette caractéristique assez ouais, easy quand il faut aller parler aux gens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, moi, est ressorti après 3 ans, si je me trompe pas, 2, 3 ans de coaching, où j'ai pris du temps et je me suis attardé sur la psychologie, le comportement, les traits de personnalité. Et c'est tout des choses qui fait beaucoup, beaucoup évoluer dans ma manière d'approcher les choses, savoir quel mot utiliser, comment est-ce que tu adresses une personne, selon comment elle se présente, parce que tu la vois arriver pour sa séance de sport et tu peux déjà voir selon le visage qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'avant, est-ce que ça va pas, comment est-ce qu'on va aborder les choses, quelles questions on va poser, quelles choses on va peut-être pas demander, comment on va orienter la séance par rapport à ça. Et aujourd'hui, je dirais presque que ces compétences-là qui sont les plus importantes, surtout sur la durée, comme tu l'as dit. On veut créer un lien humain, on veut créer de l'engagement de la part de la personne qu'on a en face de soi, tant dans mon milieu que le tien, parce que c'est indispensable qu'ils comprennent l'importance et qu'ils soient vraiment acteurs du processus. Si à chaque fois on doit leur taper sur le coin de la tête pour qu'ils écoutent un truc et qu'ils le fassent, ben, ça ira un temps, mais dès qu'on n'est plus là, ça va plus. Et je pense que la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est transmettre les valeurs, les principes, et d'une manière, encore une fois, qui soit facile à entendre et à absorber, pour que les gens puissent faire ce qu'on leur dit de faire en perpétuité, parce qu'on sait que c'est ça qui va avoir les effets escomptés. Ouais, ouais, ouais. Je mettrai toutefois une petite pondération. Je pense que les deux, le hard skills et le soft skills, sont, tu vois, importants à 50-50. Hmm, Euh, il faut pas non plus tomber dans le full qualité humaine au détriment du reste. hmm. Parce que, tu vois, j'ai encore une fois, j'adore les kinés. Et on va croire que je tape sur les kinés. C'est juste qu'en France, c'est plus facile d'avoir un kiné, c'est plus fréquent d'avoir un kiné que d'avoir un enseignant en APA aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup de patients qui me disent, ah, mon kiné, tu vois, il est gentil. Ouais, mais en fait, être gentil, c'est pas un métier. Juste être gentil, c'est en parallèle d'eux, tu vois. Donc je crois il faut mettre les deux sur pied d'égalité, que les deux sont très importants,
que si avec toute la gentillesse et l'empathie du monde, tu transmets des informations qui sont pas les bonnes parce que techniquement, tu es claqué, tu vois, ça marche pas. Il faut Ouais. les deux. Il faut travailler les deux. Et puis, il faut pas hésiter à être ambitieux et à bosser sur les deux. Enfin, je veux dire, euh, n'ayons pas peur de vouloir être bon. Ouais, et je pense il faut pas se priver de ça. La raison pour laquelle je rigole, c'est parce que le mot gentil que tu as utilisé, il y a un collègue à ma mère à l'époque qui disait toujours gentil n'a qu'un œil. Euh, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais le sens profond, je le comprends, c'est que gentil, c'est cool, Ouais. mais c'est pas tout en fait. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut aussi les compétences forcément du terrain. Mais si tu as l'un sans l'autre, encore une fois, ça va pas. Et je pense que et dans le cursus de coaching que j'avais suivi, c'était clairement pas assez renforcé. Parce que c'était tout sur pourcentage de 1 RM, les phases de périodisation, l'anatomie, etc. Mais le jour où tu te retrouves devant une personne humaine, Ouais. avec tout ce que ça implique, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, socialement, etc., ben, tu peux pas juste dire, voilà, fais ce qui est marqué sur le papier, parce que c'est comme ça que j'ai appris dans mes études, quoi. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, pour revenir encore une fois sur ton parcours médical, tu as dit, hein, il y a eu cette phase d'internat ensuite où tu as vraiment vu où l'aspect rééducatif t'a vraiment intéressé. Est-ce que tu Ouais. étais déjà quelqu'un d'actif physiquement avant? Est-ce que ça a toujours fait partie de ton écosystème à toi? Toujours non. Toujours non. Comme beaucoup, j'ai découvert le sport avec le foot niveau district parce que c'était facile de m'y coller 2 fois par semaine, tu Mm. vois, pour mes parents en milieu rural. Euh, j'ai toujours bien aimé le sport au collège, au lycée. Ça, c'était chouette. J'ai grandi à la campagne, donc tu vois, j'ai toujours été dehors à faire du vélo, à me balader, machin, avec les potes. Euh, arrivé, euh, arrivé sur le versant fac, tu vois, c'était un petit peu plus compliqué. Euh, j'ai été assez rapidement moi, avec des potes qui n'étaient pas hyper sport, qui étaient plus branchés bringue. À l'époque, je me cherchais un peu, tu vois. J'avais pas la personnalité forte que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et pour s'intégrer, tu vois, c'est assez facile de trouver un groupe et tu rentres dans un groupe et Mm. tu adoptes les codes du groupe et tu suis. Euh, donc à cette époque-là, ça a été un peu plus compliqué sur le sport. Et, et je me suis vraiment remis au sport quand, donc à l'époque, j'habitais à Nancy, nord-est, et je suis descendu à Toulouse. Et je me suis remis au sport quand je suis arrivé à Toulouse. J'ai découvert euh, le foot américain. Et en fait, tu peux pas juste faire les entraînements au foot américain, ça marche pas. Tu vois, tu es obligé d'avoir une certaine assiduité physique. Mm. Alors, j'ai jamais percé dans le foot américain, mais au moins, tu vois, ça m'a remis le pied à l'étrier. Ouais. Et depuis. Donc on est à ce moment-là sur la fin de mon externat. Depuis, je remets un petit peu plus régulièrement le pied à l'étrier au sport. En début d'internat, pareil, un petit peu plus compliqué, un moment de relâchement. Et par contre, le sport fait vraiment, vraiment partie intégrante de ma vie depuis 6-7 ans, où là, c'est vachement plus régulier, vachement plus carré, rigoureux. Euh, mais tu vois, c'est vraiment en parallèle. Tiens, on fait ma psychothérapie en fait. C'est vraiment en parallèle d'un moment où personnellement, professionnellement, tu vois, je suis plus construit, je suis plus solide sur les appuis et je me dis en fait, tu sais, aller bringuer avec ces mecs-là parce que je veux être intégré, en fait, je m'en fous. Je suis intégré, j'ai mon cercle, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller faire du sport. C'est ça qui me fait kiffer. Mm. Donc, tu sais quoi, je vais le faire. T'as bien Et raison. aujourd'hui, T'as bien raison. Euh, sur le cursus d'un élève en médecine, quelle place prend l'activité physique et la nutrition, si on veut mettre ces deux choses en parallèle, on en reparlera plus tard, hein, qui sont des éléments extrêmement importants pour la santé, la longévité, la qualité de vie. Quelle place ça prend dans l'éducation d'un médecin au jour d'aujourd'hui? une place hyper insuffisante. Clairement, une place hyper insuffisante. Mais une place qui a tendance à grossir. Tu vois, moi, j'ai fait l'externat, donc j'ai passé le concours de l'internat en 2013. Donc j'ai fait l'externat, on va dire, de 2009 à 2013, par là, 2010 à 2013. À ce moment-là, je pense que en 3 ans d'externat, j'ai eu
quelque chose comme 90 minutes de cours sur la nutrition normale et je sais pas, 60 minutes de cours sur l'activité physique. Alors la nutrition, moi je l'ai beaucoup vu sur le spectre de la diabétologie, Hmm. des troubles des comportements alimentaires. Mais en fait, on abordait très très peu la nutrition classique, la nutrition méditerranéenne, et c'était plus, tu vois, comment être réactif. Vous avez quelqu'un qui a du diabète, bon, ben, fallait sortir des mots-clés, tu vois, fallait savoir dire euh, alimentation équilibrée, tu vois, mais on m'a jamais demandé, moi, ok, alors alimentation équilibrée, Virgile, vas-y, juste assieds-toi, explique-moi ce que c'est, tu vois. À l'époque, je savais dire alimentation équilibrée. Aller plus loin, bof. Sur l'activité physique, c'était pareil. Aujourd'hui, je crois que les choses grossissent un petit peu, fort heureusement. On suit la science, on suit la société, mais je crois que c'est encore pas suffisamment enseigné. En tout cas, pour en discuter avec des étudiants que je côtoie régulièrement, et en médecine et en STAPS, tu vois, c'est encore insuffisant. Quelle serait, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer la manière dont le cursus existe aujourd'hui, Ouais. quelle proportion tu attribuerais ou quel serait pour toi le minimum vital d'éducation pour les étudiants en médecine sur ces versants d'activité physique et de nutrition? Si j'avais une baguette magique, ce serait zéro. Zéro minute. Parce qu'en fait, avec ma baguette magique, je l'aurais mis, tu vois, dès la primaire ou dès le collège. Et en fait, je pense que n'importe quel citoyen de n'importe quel pays, tu vois, devrait avoir des cours sur activité physique, alimentation au niveau élémentaire, au niveau collège. Tu devrais arriver à avoir 13 ans, 14 ans, tu vois, tu devrais savoir comment tu manges correctement, comment tu manges des légumes, comment tu manges de la viande, comment machin, tu vois, comment tu fais du sport. Ça devrait pas être réservé aux étudiants en médecine, ce savoir-là. Tout à fait d'accord avec toi. Et tu as relevé un point très très important. C'est quelque chose qui devrait commencer beaucoup plus tôt et pour tout le monde parce que c'est véritablement des compétences de vie. C'est ce qui va souvent faire la différence entre une pauvre qualité de vie et une qualité de vie qui te donne envie d'avoir plus d'années et surtout de pouvoir aller plus loin dans ta vie et de rester, je vais utiliser le mot fonctionnel, je sais qu'il a été un petit peu maltraité ces dernières années, mais voilà, le fait de pouvoir maintenir une certaine fonction plus tard dans la vie, c'est intimement lié à ce qu'on va manger, à notre rythme de vie au quotidien, à notre activité physique aussi. Ouais, complètement. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, ton quotidien en médecin spécialisé rééducation. Euh, à quoi ressemble une journée, à quoi ressemble une semaine typiquement chez toi? Alors, ma semaine, elle est globalement divisée en deux activités principales. J'ai de la consultation classique où je reçois des patients pour des problématiques diverses. Tu vois, par exemple, ce matin, j'ai vu des dames en post-cancer du sein pour discuter d'activité physique ou de traitement des douleurs par des médiums de rééducation. Je vois des gens avec des maladies neurologiques. Par exemple, j'ai vu une dame pour des séquelles d'AVC. Pour des problèmes orthopédiques, un mec pour discuter de rééducation de l'arthrose de son genou parce que le chirurgien dit qu'il n'est pas à un stade opératoire. Donc, je consulte sur plein de trucs. Des patients avec des problèmes d'artère qu'il faut faire marcher selon des protocoles précis. Des dames avec des problèmes de varices pelviennes qui ont des douleurs chroniques avec du coup des insertions de dynamique musculaire qu'il faut remettre en marche. Enfin, tu vois, plein de consultations variées. Ça, je le fais le lundi après, mais le mardi matin. Euh, et les mercredis, jeudis, je fais de l'évaluation pluriprofessionnelle autour de parcours de préparation avant des chirurgies lourdes ou des greffes de cellules souches. Mhm. Ça porte un terme, ça s'appelle la préhabilitation. C'est un truc qui a été développé dans les années 2000 et vraiment le gars qui a foutu un coup d'accélérateur là-dessus, c'est un Canadien qui s'appelle Francesco Carli qui bosse à Montréal, je crois, Université McGill. Et en gros, le rationnel, c'est de dire, on a des gens qui vont avoir des chirurgies ou des greffes de cellules souches programmées. On sait que ça va être des traitements, tu vois, ça va leur mettre une gifle aux gens. Et quand tu vas prendre une gifle et que de toute manière, tu vas la prendre, c'est sûr, vaut mieux que tu sois préparé à la prendre. Et donc, moi, mon job sur ce jour-là, avec mon équipe qui est composée d'une infirmière, d'une diète, d'un kiné,
d'une kiné, de psycho et de plein de gens que je peux appeler parce que je bosse dans une clinique où il y a des cardio, des pneumos, tu vois, donc on peut plugger les gens dont on a besoin. On fait du coup cette évaluation, on va dire, des fragilités. On fait un screening des fragilités potentielles des gens et on compare les fragilités des gens au plan de vol qui est prévu. Et s'il y a des mismatchs, eh ben, on essaye de les corriger pour que les gens ils puissent arriver le jour de leur traitement le plus en forme possible pour pouvoir l'encaisser au mieux. Et c'est très important parce que aujourd'hui, la publication scientifique sur tous ces sujets-là, elle dit que les gens, ils sont hospitalisés moins longtemps en réanimation, ils sont hospitalisés moins longtemps au global, ils ont une qualité de vie, une qualité de soins qui est rapidement meilleure, ils reprennent plus vite l'activité physique, on diminue les complications infectieuses, on diminue les complications digestives, il n'y a que du bénéfice là-dessus. Donc c'est un travail qui est très enrichissant intellectuellement. Parce qu'on fait de l'évaluation de mismatch personnalisée, donc intellectuellement, c'est très cool. Et en plus, c'est plein de sens. Hmm. Ouais, ça m'a fait penser au fait que je me rappelle avoir lu pas mal d'articles dans le journal de CrossFit il y a bien longtemps maintenant. Mais je pense on en voit, on doit en voir encore aujourd'hui des histoires comme quoi les médecins disaient à un pratiquant de CrossFit qui avait eu un grave accident de voiture, par exemple, si vous n'aviez pas été aussi en forme que ce que vous êtes, vous y seriez certainement passé, quoi. Donc, alors, tout événement traumatique, forcément, va avoir un gros impact. Mais en gros, plus tu as de fitness en amont, plus ton buffer il est grand, plus ta marge en fait est grande. Et ça, c'est vrai pour un événement qui soit planifié ou pas, comme tu l'as dit. Ouais, 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 c'est exactement ça. Tu vois, moi, quand je l'explique aux patients de manière très simple, je leur dis dans tous les cas, vous allez dépenser un truc. Donc, il vaut mieux que vous ayez euh, économisé avant, mis des sous sur votre compte et puis vous dépensez, tu vois, plutôt que de devoir payer après que ça ait eu lieu. Ça leur parle bien. Mm. Ouais, et si t'as pas l'épargne avant, ben ça va être beaucoup plus dur de sortir du trou que si tu l'avais, quoi. Ouais, parce que dans tous les cas, tu vas devoir rembourser ce truc-là, tu vas devoir le payer. Mhm, mhm. Ouais. Euh, donc, en général, pour ce genre de consultation, tu as combien de temps entre la consulte, la planification de la chirurgie et l'intervention en elle-même? Est-ce que ça varie grandement ou... C'est assez variable, ouais. Euh, le plus court que j'ai, ça va être une dizaine de jours. Hmm. Le plus long que j'ai, ça va être 6 mois. Alors, le plus court, 10 jours, c'est vraiment des gens qui ont des lésions. Souvent, on le voit, tu vois, en chirurgie thoracique, des gens qui font un bilan de tout. Ils passent le scanner retrouve une masse. La masse a une tête qui est pas très avenante. Il faut l'opérer rapidement parce que à trop attendre, bah, elle pourrait évoluer si jamais elle était cancéreuse. Et donc, tu vois, moi, on m'adresse les patients en disant, bah voilà, mec, on l'opère dans 10 jours, do your magic tricks, tu vois. Et juste, bah, on fait ce qu'on peut. Alors, au début, j'étais un petit peu euh, perplexe, tu vois. Moi, je me suis installé dans l'établissement où je travaille maintenant il y a 2 ans, 2 ans et 2 semaines maintenant. Euh, et j'ai monté une activité ex nihilo. C'est une activité qui n'existe pas, qui était complètement nouvelle. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup d'unités en France à faire ça. On est la seule à le faire sur des parcours multi-pathologies. Tu vois, il y a des unités où, par exemple, à Lyon, ils le font pas mal en greffe de cellules souches. À Bordeaux, ils le font en scénologie, je crois. Nous, on fait un peu tout. Et donc, quand je suis arrivé, les chirurgiens, ils m'ont adressé des patients, ils m'ont dit, lui, tu peux le voir, tu vois. Ouais, bien sûr, tu vois. T'es nouveau, tu dis pas, non, non, ça rentre pas dans les cases, tu vois. Tu dis, ouais, ouais, je vais essayer de faire des trucs, t'inquiète. Et donc, au début, je savais pas trop. Et il s'avère en fait que sur les parcours courts comme ça, il y a des tas de trucs qui fonctionnent. Par exemple, euh, tu fais de la surmotivation pour que les gens ils arrêtent de fumer en leur expliquant pourquoi et c'est quoi l'intérêt. Et avec 10 jours d'arrêt du tabac, tu as déjà des bénéfices sur les complications. On met en place des rééducations ventilatoires sur quelques jours. Il y a des bénéfices. Ça a été prouvé dans la littérature par une équipe australienne qu'il n'y a pas besoin de faire très très longtemps de rééducation respi pour diminuer les complications. Hmm. Tu vois, donc on fait des choses comme ça. Euh, et puis sur les préhabilitations plus longues, c'est souvent chez des patients qui vont avoir une chirurgie après une séquence de traitement
primitive dans le cadre d'un cancer ou d'une hémopathie, d'une maladie du sang. Donc, ils vont avoir des séquences de chimiothérapie pendant longtemps. Et maintenant, on aime les voir, nous, au début de la chimiothérapie, pour pouvoir les accompagner pendant tout le temps des traitements, pour éviter qu'ils se dégradent trop, voire souvent on les améliore pendant la chimiothérapie. C'est assez paradoxal. En tout cas, ça le semble. Mais en tout cas, tu vois, on les suit plutôt que de les voir. Les recommandations, ou en tout cas les textes de science, ils disent les gens, il faut les voir entre 4 et 6 semaines, voire 8 avant l'opération. Tu vois, bah, pourquoi est-ce que tu laisserais le patient se dégrader entre M-6 et M-2 et ensuite tu le récupères, il est déjà tout abîmé et là tu dois ramer, ramer pour le remonter. Non, envoie-le-moi au début et je l'accompagne au début et ça va aller, ça va être cool, tu vois. Mhm. Euh, J'imagine bien que, comme tu l'as dit, hein, c'est des interventions qui sont très individuelles. Tu prends la personne en compte, le screening complet, les besoins, le mismatch avec ce que les personnes devront affronter durant le processus médical. Mais pour toi, quels sont les grands axes, si tu devais ressortir 3 ou 5 éléments qui, pour toi, sont les fers de lance de ce que tu vas pouvoir mettre en place avec eux, concrètement dans leur quotidien pour améliorer leurs chances, pour comme tu l'as dit, peut-être même faire en sorte qu'ils soient mieux après qu'avant. Parle-nous un peu de ça. Je dirais un, c'est pas une hiérarchie, hein, c'est dans l'ordre où j'y pense. Nutrition, activité physique, préparation spécifique, notamment la kiné ventilatoire qui marche très bien dans certains cas d'application. Gestion des addictions, tabac, alcool. Gestion des problématiques qu'on voit sur les prises de sang, les carences vitaminiques, les carences protidiques, les manques de globules rouges sur carence en fer qu'on peut supplémenter en avance. Ça, c'est le top 5. Et puis, un truc un petit peu plus où on tire dans les coins, c'est la gestion environnementale. Où, tu vois, chez les gens chez qui ça va être compliqué de rentrer à la maison après l'opération parce qu'ils habitent tout seuls en milieu rural, dans une maison un peu compliquée. Eux, c'est bien d'anticiper déjà les choses avec des centres de rééducation pour le post-opératoire, histoire que le parcours soit fluide et qu'ils soient rapidement dans un centre où ils vont pouvoir se remettre en forme, tu vois. Moi, je mettrais ces choses-là. Est-ce que les gens sont en général réceptifs à cette approche préventionnelle, préventive, plus que réactionnaire ou réactive post-opération? Ouais, de ouf. Hmm. La plupart du temps, en fait, ils se pointent chez nous, ils savent pas. Ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils savent pas trop. On a une secrétaire qui est fantastique, qui s'appelle Stéphanie. Si jamais un jour tu regardes ça, Steph, merci pour tout ce que tu fais. Euh, qui leur explique ce qu'on fait. Souvent, tu vois, ils sortent de chez le chirurgien, ils savent pas trop. Steph, elle leur explique, ça reste que du call, donc ils savent pas exactement ce qui va se passer. Et à la fin, une fois qu'ils ont vu tout le monde, qu'ils ont leur plan, qu'on a parlé de leur fragilité et de comment on allait passer au-dessus, là, les gens, ça leur parle énormément. Ils sont hyper contents. Tu vois, on discute après, on les revoit faire le point, ce qu'ils ont fait, toutes ces choses-là, comment ça s'est passé. Et souvent, il y en a une grande partie qui nous dit, ben, en fait, c'est à partir du moment où on a mis en place cette préparation qu'on s'est senti acteur dans la maladie. Tu vois, avant, juste, je voyais le médecin, je faisais le scanner, machin, et j'étais un peu, tu sais, brinque-ballé à droite, à gauche, au gré des flots. C'est seulement à partir du moment où on m'a dit, ben, en fait, tu as une responsabilité, tu vas faire des trucs, que je me suis dit, OK, je peux faire quelque chose, je peux me battre, tu vois, je peux avancer. Et tu vois, ils sont très acteurs, ils sont très motivés. Ah, c'est super intéressant en plus du fait que ben, la chirurgie, oui, ou l'intervention, je pense, que c'est jamais quelque chose de facile à envisager au niveau psychologique pour les patients, Ouais. mais c'est un peu à l'image d'un marathon pour lequel tu t'inscris ou d'une course ou d'une compétition, tu as une deadline et tu as un Ouais. intervalle de temps entre maintenant et cette deadline et c'est peut-être même plus facile dans ce cadre-là que juste de dire à quelqu'un qui n'a pas nécessairement de soucis pathologiques à ce moment-là il faut que tu sois actif, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand tu as une deadline devant les yeux, c'est beaucoup plus facile d'agir, quoi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, tu vois, il y a un de mes points de discussion fréquents qui est l'arrêt du tabac. Je vois beaucoup de patients pour des cancers thoraciques, des gens qui sont fumeurs. Et hop, il y a un truc qui est assez compliqué, c'est la discussion autour de l'arrêt du tabac. Et les gens me disent, bah oui, mais vous comprenez, le tabac, ça fait partie de ma vie, je fume depuis 40 ans, enfin, des choses dramatiques mais réelles. Et c'est assez intéressant de voir comment ils arrivent à comprendre ou ce qui se passe dans leurs yeux quand je leur dis, mais attendez, tu vois, il y a deux temporalités. Il y a la temporalité de ta vie longue, toute ta vie,
Et il y a là-dedans un nouveau chapitre qui vient de s'ouvrir qui est l'opération qui est prévue dans 3 semaines. Et juste, euh, si vous fumez avant l'opération et que vous n'arrêtez pas de fumer maintenant, et que vous voulez pas qu'on bosse ensemble sur comment est-ce qu'on va vous aider à arrêter de fumer maintenant, ben, vous vous exposez à un risque de 2 fois plus de complications respiratoires, X fois plus de séjours en réanimation, de rester hospitalisé 2 mois au lieu d'être hospitalisé 15 jours, enfin tu vois, toutes ces choses-là. Et ensuite, à la fin, je peux pas vous dire, une fois que l'opération elle est passée, vous pouvez refumer, il n'y a pas de problème, tu vois, ça éthiquement, je peux pas vous le dire. Mais juste, il y a ces deux temporalités qui sont différentes. Et les gens qui étaient pas du tout, qui semblaient pas motivés au début pour arrêter de fumer, tu vois, vraiment, on sent qu'il se passe un truc au moment où ils comprennent que il y a cette deadline qui est liée à une opération avec des vrais objectifs de modifier ses comportements de vie pour que cette opération elle se passe mieux. Et on sent que le fait de parler d'une séquence de 3 mois, 3 semaines et pas de toute la vie, tu vois, d'un coup, les temporaliser, ça leur rend la chose différente, plus abordable. C'est un point qui est super important à mon avis, c'est réduire en fait la hauteur du challenge, la difficulté perçue de la personne. C'est quelque chose que j'avais vu il y a très longtemps dans un bouquin sur le changement de comportement qui s'appelle Switch de Dan et Phil Heath. Je me rappellerai toujours de ce titre. Et en anglais, il y a le terme milestone, donc Ouais. la pierre, tous les miles ou tous les kilomètres pour le système métrique. Euh, et il disait en fait, au lieu de penser en milestone, il faut penser en inch pebbles, c'est-à-dire en petits grains de sable tous les centimètres, plutôt que de penser à cette grande pierre tous les kilomètres. Et en fait, en réduisant la taille de l'objectif, tu réduis la difficulté perçue. Et si on arrive à faire en sorte que plutôt que les gens se projettent à se dire, ah, faut que je cours, après, faut que je saute par-dessus cette barrière qui est beaucoup trop haute pour moi, bah, si tu arrives à simplement l'enjamber parce que tu l'as mis tellement bas, tu as vraiment réduit les attentes et tu as simplifié la chose, et que tu peux ensuite te concentrer sur le fait de simplement répéter ce processus jour après jour, encore et encore, bah, au final, c'est ça qui va t'apporter vers les vrais changements de comportement durables, plutôt que d'avoir cette montagne insurmontable que tu n'es pas prêt même à envisager, quoi. Ouais, complètement. Et puis, tu sais pas du tout comment tu vas la monter, ta montagne, tu vois. Alors que vraiment, tout segmenter, euh, ça te permet d'avoir le feedback de comment s'est passé l'étape 1 pour envisager sereinement l'étape 2. Hmm. C'est vachement plus chouette. Donc, parlons un petit peu concrètement des choses que tu mets en place sur ces différents axes. Prenons Ouais. l'activité physique, par exemple. Comment est-ce que tu vas approcher ce sujet avec peut-être des gens qui ne sont pas actifs physiquement à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu vas leur conseiller? Comment est-ce que tu vas l'apporter pour que, encore une fois, ce soit palpable et qu'ils veuillent bien le faire? Alors, déjà, on part toujours de ce qu'ils font, tu vois. On discute beaucoup pour comprendre leur rapport à l'activité physique, leur volume habituel. On cherche toujours à évaluer aussi les freins, notamment les freins physiques, des douleurs X ou Y. Enfin, tu vois, on fait une évaluation assez classique. Et ensuite, on leur recommande la plupart du temps d'associer de l'aérobie et du renforcement. On n'invente pas des trucs. On suit les guidelines. Tu vois, aujourd'hui, nous, notre maître étalon, c'est les recommandations OMS 2020 pour les patients atteints de maladies chroniques. Euh, et on dit aux gens, globalement, il va falloir faire de l'aérobie quotidiennement et il va falloir faire du renforcement musculaire. L'aérobie quotidiennement, on leur propose de faire une demi-heure tous les jours à intensité modérée. Encore une fois, on n'invente rien. Et on essaye de leur expliquer qu'il y a un vrai intérêt à le faire parce que il va y avoir des sécrétions de plusieurs hormones, des hormones qui vont avoir un rôle anti-inflammatoire, qui vont diminuer le risque de complications infectieuses post-opératoires, des hormones qui vont améliorer la qualité de leur système immunitaire, encore une fois, avec un faible risque infectieux en bout de course, des hormones antidouleurs qui vont avoir un effet sur la consommation d'antalgiques post-opératoire et donc leur permettre d'avoir moins de consommation de médoc et donc moins d'effets secondaires et donc de rentrer plus vite à la maison. Euh, si tu veux, tout ce discours, on le construit par rapport à l'objectif du patient. De mon expérience, euh, les gens, ils veulent vite rentrer à la maison. Ils veulent vite tourner la page. Ils veulent vite qu'on arrête de les emmerder avec ces examens, ces chirurgies et toutes ces choses. Tu vois. Euh,
Et il y a des gens, des fois, qui me disent, mais le chirurgien, il va m'opérer que dans 4 semaines. Moi, je veux être opéré vite. Et je dis, non, Martine, tu veux pas être opéré vite. Tu veux vite plus être malade. Et si tu remplaces faire des examens parce que tu as un nodule dans le poumon par faire des examens parce que tu t'es infecté, tu vois, le calcul, il est raté. Donc, on ramène toujours ce qu'on leur propose à leur pourquoi profond. Tu vois? Et le pourquoi des gens, pourquoi je ferais ça? Eh bien parce que la plupart du temps, mon objectif, c'est de tourner la page le plus vite possible. Alors, c'est pas chez tout le monde comme ça, et évidemment, on adapte, mais on essaye toujours, nous, de faire le lien entre ce qu'on propose, donc l'activité physique, l'aérobie, le renfort pour limiter la sarcopénie, faciliter, tu vois, la déambulation post-opératoire et le Mm. retour à la maison. Donc, ce qu'on propose et les recommandations scientifiques, euh, à ce qui parle au patient. Et à partir du moment où il a compris, ou elle a compris, que moi j'ai compris ce qui était important pour lui ou pour elle, et que scientifiquement, je suis solide sur ce que je raconte, je suis pas sûr que ce soit extrêmement utile d'ajouter ces détails sur les hormones. Encore qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, je pense que ça leur parle un peu. Mais au moins, tu as une espèce de confiance qui se fait. Ah, le docteur, il parle d'hormones, il comprend ces trucs, il connaît, il m'explique des trucs, tu vois. Il prend le temps de m'expliquer des trucs. Il y a un peu de show aussi, hein. Les gens, il faut leur transmettre. Tout à l'heure, on disait, tu vois, la vente, c'est la transmission de, 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 de l'intention. Il faut leur transmettre. Donc, on se centre sur eux, on leur fait comprendre qu'on est compétent. Et une fois que ces deux choses-là, elles sont validées, alors ils achètent ce qu'on leur propose. Ouais, c'est marrant que tu aies fait revenir l'idée de la vente. J'y pensais justement et j'allais rebondir dessus. C'est intéressant parce que souvent la vente et tout ce qui est des stratégies de vente, ça a une connotation négative. Et je serais d'accord avec ça lorsque c'est associé avec des pratiques qui sont peut-être pas honnêtes, qui sont peut-être pas éthiques, ou alors même du mensonge dans le sens où on essaie de te vendre, c'est de la poudre aux yeux et en fait derrière, tu n'auras rien de ce qui t'a été promis. Mais je suis convaincu du fait que, et c'est super intéressant de voir que tu fais pareil, dans mon corps de métier, par exemple, moi je sais que ce que je vais proposer aux gens, ça va les aider. Je sais qu'ils vont en ressortir plus endurants, plus forts, mieux performés, meilleure santé, et que ce sera un net positif dans leur vie. Ce Mm. qui fait que j'ai aucun scrupule à utiliser un petit peu de ces stratégies-là, parce que je sais que ça va être bienfaisant pour eux. Et j'imagine que c'est pareil pour toi. C'est encore une fois des stratégies qui peuvent être mal vues parfois, mais si elles sont utilisées à bon escient et pour le bien d'autrui, je pense qu'on a tout intérêt à le faire parce que ça va augmenter nos chances de réussite, leurs chances de réussite. Et comme tu l'as dit, si on arrive à faire passer ce virus, cette volonté, virus positif bien sûr, cette volonté de faire le travail et de devenir meilleur et de prendre sa santé entre ses propres mains, c'est vraiment quelque chose de fort. Mm. C'est un mot qui est péjoratif en santé-vente encore, hein, Ouais. c'est vrai. Je faisais cours, tu vois, aux internes de rééducation il y a quelques semaines. On parlait de la rééducation vasculaire chez les patients artériopathes, qui est vraiment quelque chose, euh, les recommandations d'orientation en centre de la Haute Autorité de Santé que j'ai eu la chance de pouvoir coécrire, elles sont assez claires, hein. On envoie en centre que les gens chez qui on a vraiment des échecs, des complications, des trucs, tu vois, vraiment précis. Et c'est une rééducation qui doit se faire la plupart du temps en autonomie. Mm. Sauf que tu proposes des protocoles basés sur de la marche à des gens dont le principal symptôme, c'est des crampes à la marche et dont le mode de vie, c'est tabac sédentarité la plupart du temps. Tu vois. Donc, typiquement, là, tu es dans vendre un truc. Euh, et je commence mon cours aux internes et je leur dis, combien d'entre vous considèrent que notre job, c'est de la vente? Tu vois. Et je pense que j'ai peut-être un cinquième, un sixième de la salle qui a levé la main, tu vois. Et ensuite, il y a eu une petite discussion, évidemment, là-dessus, sur le côté péjoratif de la vente, tout ça. Puis ensuite, bon, bah, on a rediscuté et on est à peu près tous tombés d'accord sur le fait euh, qu'il n'y avait pas de terme parfait pour parler de ça, que la définition que propose Daniel de la vente est assez cool pour cette transmission. Et ensuite, je partage complètement ton point de vue sur l'utilisation des mind tricks et des biais cognitifs et de plein de choses comme ça euh, pour
pour des objectifs éthiques, louables et des choses bien. Tu vois, typiquement, je suis arrivé ce matin de ma consultation. Tu vois que je porte encore une cravate. Je consulte en cravate, pas du tout parce que c'est particulièrement agréable. Alors, il y a un petit fond de coquetterie, je trouve, j'aime bien, tu vois. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que je consulte en cravate depuis que j'ai lu un article publié dans le British Medical Journal ou le JAMA, je sais plus, je confonds toujours, euh, qui explique que pour les patients un peu âgés, ce qui correspond principalement à ma patientèle, euh, il y a un lien fort entre la tenue du médecin, les compétences perçues et l'application de ce que le médecin te demande de faire. Tu vois? Donc juste ça, c'est quelque chose qui me permet de booster mon discours. Et je pense que c'est important de le faire. Tu vois, Mm. utiliser tous les tricks qui sont à notre portée parce que on connaît tous les deux très certainement. Moi, j'en connais, je suis sûr que toi aussi, des professionnels qui sont extrêmement compétents dans ce qu'ils font et qui sont nuls pour le transmettre, pour le faire passer Mm. et qui sont frustrant d'un gâchis de compétences et de savoir parce que tu dis, mais en fait, juste, il faudrait que tu pimpes un peu ton discours et ta manière de le faire et tu aurais tellement d'impact. Ouais, ouais, c'est absolument vrai. Tu parlais de l'effet sur l'immunité de l'entraînement aérobie, du travail d'endurance. Ouais. Il y a un papier que j'ai vu, ben, je crois qu'il date de même de 2024, de l'année dernière, qui, il me semblait, en tout cas d'après ce que j'ai lu, un changement de paradigme assez important. On revient à cette idée des mitochondries qui sont considérées maintenant comme des cellules faisant partie du système immunitaire. Donc c'est important à ce point. On sait qu'on va les stimuler avec ce type d'entraînement. Et bah, c'est littéralement un effet direct que tu as bah, sur ton système immunitaire, comme tu l'as dit, de manière très très claire, en tout cas via ce canal. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Ouais, il y en a d'autres, c'est encore un petit peu méconnu. Alors, il y a beaucoup d'embryons de recherche aujourd'hui, hein, et c'est de la recherche qui va être amenée à se développer. Et je pense que ces discussions auront une teneur beaucoup plus robuste dans quelques années. La recherche sur activité physique et système immunitaire, augmentation du taux de lymphocytes et augmentation de la compétence des lymphocytes et notamment des NK liés à l'activité physique c'est écrit. Aujourd'hui, on s'y intéresse encore peu, simplement parce qu'on ne s'intéresse pas à l'activité physique en général depuis très longtemps. Tu vois, les premiers gros papiers sur l'impact de l'activité physique, c'est les études de cardiologie dans les années 2000. 2000, c'était hier, à l'échelle de la recherche Hmm. scientifique. Donc aujourd'hui, ben, on est dans une période où on commence à montrer les réels effets, enfin les réels à montrer scientifiquement les impacts au niveau cellulaire, au niveau immunitaire, au niveau métabolique de l'activité physique. Et je pense que c'est important pour asseoir la place de l'activité physique. Euh, Tu vois, Dominique Jean Larrey, qui était chirurgien sous Napoléon, il dit dans ses mémoires, il dit pour les blessés de guerre, il faut absolument de l'air frais, de l'exercice et une bonne alimentation. Ok, le mec a tout inventé. Il a tout dit. Ça, plus le mec a inventé les ambulances volantes qui viennent te chercher direct sur le champ de bataille là où tu t'es fait blesser. Hmm. Magnifique. Mais tu vois, aujourd'hui, donc Dominique Jean Larrey, quand il écrit, si tu veux, t'achètes parce que le mec est baron de l'Empire, que c'est le chirurgien de Napoléon, et tu vois, Ouais. c'est la parole de vérité. Euh, Aujourd'hui, ben, en fait, on a besoin d'apporter plein de connaissances, plein de sciences, et d'objectiver, de prouver les faits des choses. Et l'activité physique, je pense que elle a eu un souci de retard à l'allumage, qu'on ne s'est pas intéressé à l'activité physique aussitôt qu'à d'autres trucs, les antibiotiques, les chimiothérapies, tu vois. Et je dis pas, évidemment, je dis pas que l'activité physique fait le rôle d'un antibiotique ou de la chimiothérapie. Je dis juste que l'activité physique, on s'y est intéressé beaucoup plus tard, et que donc c'est assez naturel que on découvre plus tard, de manière exhaustive, les bénéfices que l'activité physique donne et la manière dont elle fonctionne. Mhm. Et je pense qu'on va vivre, toi et moi, une époque assez chouette dans les prochaines années, qui va être celle de la légitimation de ce qu'on fait et de ce qu'on défend par du rationnel scientifique qui va être prouvé de plus en plus solidement avec des descriptions de mécanismes biologiques et hormonaux qui vont être que de plus en plus précises.
On a parlé de la composante aérobie. En matière de renforcement musculaire, qu'est-ce Ouais. que tu préconises en général? Quels sont les guidelines? Et comment est-ce que tu recommandes à tes patients de mettre ça en place au quotidien? Euh, les guidelines, encore une fois, on s'appuie sur OMS 2020, donc on dit aux gens 2 séances de renforcement musculaire par semaine. La plupart du temps, euh, on les fait encadrer par un kinésithérapeute parce que chez les gens qui sont pas habitués à l'activité physique, un petit peu polyfragiles, sédentaires, obèses, lombalgiques, on ne voudrait pas que pratiquer dans des mauvaises conditions, ça fasse décompenser une douleur. Et puis de toute façon, les gens, quand ils le font pas, ils ont la trouille. Et quand ils ont la trouille, tu vois, il faut leur mettre un petit coup de main par le biais du Mm. kiné. Ensuite, bah, ça dépend. Soit les gens, ils n'ont pas de sarcopénie et on leur demande de faire juste de l'entretien. Soit ils ont une sarcopénie et on leur demande de faire un travail d'hypertrophie. Parce que là, l'objectif, ça va vraiment être de la masse, de mettre de la viande pour que l'organisme puisse avoir des réserves d'acides aminés stockés sous forme de muscles qui va pouvoir, au moment de la réponse au stress physiologique, dégrader. Ce qui se passe dans les suites de ce genre de traitement, hein, chirurgie ou greffe de cellules souches, c'est qu'il va y avoir un stress biologique auquel l'organisme va devoir répondre. Et pour y répondre, il va être obligé de faire toute une série de molécules, d'abord pro puis anti-inflammatoires. Et ces molécules, ces protéines, elles viennent pas de nulle part. C'est, tu le sais, des séquences d'acides aminés réarrangés pour faire des protéines. Et ces acides aminés, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Alors là, il y a deux options. Soit ils viennent du plateau repas de l'hôpital, soit ils viennent de tes réserves internes. Donc, quand nous, les gens, ils sont sarcopéniques, on leur dit, bah, franchement, vous allez sortir de l'opération, vous allez avoir encore les reliquats de l'anesthésie. Les médicaments, tu vois, vont pas forcément vous donner envie de manger. Et puis, dernier argument, le plateau repas, franchement, tu vois, il donne pas vraiment envie. Donc, stockez avant, mettez beaucoup. Et donc, on leur fait faire, quand ils ont une sarcopénie, des protocoles d'hypertrophie avec du renfort en demandant au kiné vraiment de bosser sur de l'hypertrophie avec des recherches d'échecs musculaires pour faire Mm. gonfler. Enfin, gonfler, tu vois, pas gonfler au mauvais sens, genre faire de l'hypertrophie. Et puis, on fait surtout un appui avec de la diététique. On bombarde les gens de protéines. Tu vois, et des fois, on se frite. Moi, je me frite de temps en temps avec les pharmaciens qui disent, mais non, je peux pas dispenser autant de compléments alimentaires. Vous allez leur abîmer les reins et tout. Ce qui est un J'allais, gros j'allais mytho dire, aussi. mais docteur, c'est mauvais pour les reins, la protéine. Ah, mais à fond. À fond. Alors que tu vois, la réalité, quand tu regardes les recommandations qui sont sorties en février, je crois, 2024, je suis sûr de 2024, je suis pas sûr de Mm. février, de la Société internationale de néphrologie, ils disent, mais en vrai, dans ces parcours de soins, toujours le risque euh, des complications de la sarcopénie et de la dénutrition, il est plus élevé que le risque rénal. Donc, s'il faut faire un boost protidique courte durée, 4 semaines, 6 semaines, alors, quand c'est 6 mois, tu vois, on est un petit peu plus tranquille, mais quand c'est 4 semaines, 6 semaines, on fait des gros boosts protidiques et il n'y a aucun problème, sauf chez les patients qui sont à un état prédialysaire, tu vois, Mm. les gens qui sont vraiment à quelques semaines de la dialyse, si jamais. Ça représente une frange très faible de la population. Nous, on voit 600, 650 patients par an pour la préparation préopératoire. J'en ai eu zéro pour l'instant. Tu vois, Mm. zéro. Mm. Et par contre, ça reste le plus gros serpent de mer du monde. Ouais, ouais, c'est clair. Et alors pour aller à l'opposé complet, élément empirique avec des gens qui sont pleins de masse musculaire comme Vincent Foulonneau, un collègue que tu connais certainement, qui est d'ailleurs sur Toulouse, qui lui, dans sa préparation sportive en rameur indoor notamment, alors c'est un beau bébé, il fait plus de 100 kilos, il s'entraînait 20-25 heures par semaine. Et il avait, ben, pour tester justement, après avoir vu que au niveau rénal, c'est pas un souci tant que tu as pas de pathologie à ce niveau-là ou de limitation médicale, et qui est monté, si je me trompe pas, on en a parlé dans un précédent podcast, il est monté à 3 grammes par kilo de poids de corps. Et il m'a dit sa récupération, elle s'est décuplée, sa prise de masse, elle a augmenté aussi, prise de force également. Et donc je pense qu'on a de la marge, même par rapport aux recommandations qui existent aujourd'hui, et d'autant plus si tu t'entraînes dur et que bah, il faut le reconstruire, ce muscle. Alors, ouais, deux choses. 3 grammes par jour, aujourd'hui, on sait que c'est le cut-off limite à partir duquel tu as un risque. Tu vois, Hmm. c'est le plafond.
Ça, c'est la première chose. Donc, si ça reste correct, tu vas te faire 3. Deuxième chose, tu as déjà essayé, toi, 3 grammes par jour pendant une journée ou 2 jours? C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est rude, hein? Ouais, ouais, ouais. Il Et faut. troisième point, même si j'avais dit que deux choses, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un des plus gros game changers sur la préparation des gens, cette uptake protidique. Hmm, Et les gens le disent eux-mêmes hein, sur plein de choses. Et quelle que soit finalement l'intensité absolue du travail, parce que ce qui est toujours important là-dessus, c'est l'intensité relative. Tu vois, tu es, euh, tu es Virgile Pinelli et tu fais du travail, une séance de deadlift où tu deadlift à ton 1 RM, ça veut dire que tu vas deadlift à 130, tu vois. hmm, Et tu es Josette, 64 ans, que j'ai vu ce matin, et tu fais une séance à ton 1 RM de deadlift, tu deadlift 45. Et encore, tu vois, Josette, elle n'était pas en forme. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je lève 120 que je vais manger plus de prot ou je sais pas hmm, quoi que Josette. Non, hmm, l'intensité relative, ça justifie. Tu vois, quand tu fais de l'entraînement intense, même si c'est intense à ton niveau à toi hmm, et que c'est pas de l'intensité d'athlète olympique, eh ben si tu fais de l'intense, que tu fais de la force, que tu fais de l'hypertrophie, mange des protes. hmm. Ouais, Clair et net. ouais, ouais. Je pense que c'est important comme message. Tu as parlé de ça comme étant un des plus gros serpents de mer encore, un des mythes qui existent encore à l'heure actuelle. À Ouais. quels autres mythes tu es confronté avec tes patients et patientes vis-à-vis de la nutrition? Ouah, vis-à-vis de la nutrition. Euh, c'est pas- Le plus gros mythe, c'est vraiment celui-là. Hmm, Euh, Ensuite, c'est pas vraiment des mythes, c'est plus plein de méconnaissances. Euh, les gens qui disent on m'a demandé de manger plus de protéines, donc j'ai mangé plus de pain. Euh, ah oui, si. Un autre serpent de mer qui est. Alors, c'est pas vraiment de l'alimentation, mais en tout cas, c'est un truc qui se passe au repas. Euh, un petit verre de vin tous les jours, ça protège le cœur et les vaisseaux. Ouah, ta gueule, pas possible. bah, c'est Ça, bien ça quand c'est. quand on aime le vin, c'est bien. Ouais, tu vois, ça peut être intéressant d'essayer de tordre la réalité pour qu'elle rentre dans ce que t'aimes. Ouais, c'est Mais ça. en fait, la réalité, tu peux pas la tordre. Tu vois, c'est Mhm, juste, c'est la réalité, c'est comme ça. mhm, Ça, c'est un gros serpent de mer qui est probablement plus implanté en France qu'ailleurs. Et ouais, ça, les gens y croient encore beaucoup. Les vieux surtout. mhm, Euh, les vieux. Euh, les compléments alimentaires, c'est obligatoire. Ça, j'ai pas mal de jeunes. Les compléments alimentaires, c'est obligatoire. Si tu veux être en bonne santé, machin, non. En vrai, si tu as une alimentation méditerranéenne variée et que tu manges des fruits et des légumes régulièrement et que tu fais tes 400 grammes par jour, non, c'est pas du tout obligatoire. Ça ouais. peut être utile si tu as une carence, mais ouais, C'est dans le nom, hein. Complément. complément. Ouais, je suis d'accord avec Complément toi. à une alimentation équilibrée. Donc on a l'aspect activité physique, l'aspect nutrition qu'on a touché un petit peu. Parle des autres aspects du rythme de vie du quotidien, le sommeil, le stress, ce genre de choses, et ce que vous mettez en place de ce côté-là. Alors, sur le sommeil, on essaye beaucoup de faire comprendre aux gens que tu ne peux pas arriver en forme à une opération si tu n'es pas bien reposé. Donc, ce qu'on essaye de comprendre, c'est euh, si les gens dorment bien ou pas, et quand ils dorment pas bien, pourquoi. Euh, il peut y avoir authentiquement des vrais syndromes anxieux liés à l'annonce, à l'approche de l'opération, auquel cas on n'hésite pas à utiliser soit de la psychothérapie, soit des médicaments parfois. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'hygiène du sommeil, mais tu vois, qui sont des trucs sociétaux, hein. Les gens qui font de l'écran, qui matent la télé au lit, qui boivent du coca, des excitants le soir. Donc on essaye de comprendre un petit peu tout ce qui va pas pour essayer de recaler les gens en leur faisant comprendre aussi que sommeil et activité physique, ça va de pair, que si tu as une bonne dépense énergétique dans la journée, bah, tu vas mieux dormir le soir. Mhm. Et sur le stress, on discute énormément des thérapies non médicamenteuses de gestion du stress. L'activité physique, évidemment, et moi je dis toujours à la fin de consultation, les gens, je leur dis toujours, vous allez me trouver monomaniaque, mais on va encore parler de l'activité physique, tu vois. Euh, Juste parce que, en fait, bah, pourquoi c'est un bon médicament pour nous? Parce que biologiquement, un humain, ça a été designé pour ça, en fait. Un humain, ça a été designé, on a évolué pour bouger, quoi. Juste, Mhm. on est fait pour ça. Mhm.
Euh, et donc toutes les thérapies au-delà de l'exercice physique, on parle de cohérence cardiaque, on parle d'hypnose, on parle de sophrologie. On essaye de parler le moins souvent possible de médicaments, sauf si on en a vraiment besoin. Des syndromes anxieux avec vraiment des gens qui te disent, je me réveille, tu vois, je m'endors un petit peu, je gamberge, je réfléchis beaucoup, je fais des cauchemars où je me vois me faire opérer, des trucs comme ça, tu vois, là on dit, ok, on va te mettre une béquille médicamenteuse temporairement. Hmm. Ou alors des gens qui ont un vrai syndrome anxio-dépressif, qu'on dépiste avec des questionnaires, avec des évaluations psycho. En fait, les gens, de temps en temps, ils ont vraiment besoin d'une béquille. La plupart du temps, on oublie que derrière toutes ces choses psycho, il peut y avoir des vraies dysrégulations de certains neurotransmetteurs et que juste de la même manière que des fois, tu as besoin d'une béquille physique, et ben d'autres fois, tu as besoin d'une béquille psychique pour faire un reset et ensuite pouvoir t'en passer. Hmm. Donc sur Hmm. le stress et le sommeil, on fait ça. Ouais. C'est probablement un axe sur lequel on doit encore un petit peu plus progresser que sur les autres. Euh, parce que je suis pas certain aujourd'hui que on est entièrement. Alors le screening, oui, mais tu vois qu'on est entièrement développé tous nos process d'intervention. Ouais, je pense que ce que tu as mis en avant là, c'est l'idée de la béquille temporaire. Le fait que tu aies mis en avant le terme temporaire, je pense que c'est super important parce qu'il y a encore, et je pourrais parler d'une expérience personnelle, il y a encore des cas où on va utiliser que le médicament comme béquille permanente. Mais au final, ça, c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut parce que déjà, si on veut venir sur ce sujet-là, les médicaments sont rarement étudiés sur des périodes très très prolongées, en tout cas selon le type de médicament. Et au final, on veut responsabiliser les patients dans ton cas, les clients, les sportifs dans le mien, et faire en sorte qu'ils puissent se prendre en charge sur le long terme et pas devoir toujours dépendre d'un produit ou d'un autre. Ouais, alors authentiquement, il y a quand même des cas pathologiques d'application psychiatrique où tu as besoin d'un traitement au long cours, tu vois, mais Hmm. Mais pour les patients que je vois, moi, dans les parcours spécifiques de préparation à des opérations, on parle vraiment très, très, très souvent de béquilles temporaires. Et même, tu vois, en rééducation post-cancer, on parle aussi très souvent de béquilles temporaires. J'ai beaucoup de patients qui ont une altération de leur capacité physique à la suite d'un parcours de soins oncologiques où ils ont eu de la chirurgie, parfois de la chimio, parfois de la radio, parfois de l'immuno, enfin, tu vois, toute une séquence de traitements où en fait leur capacité physique a diminué, leur capacité psychique a été altérée et où euh, aux troubles psychiques liés à l'annonce et à la maladie succède un trouble psychique réactionnel au fait de se voir physiquement diminuer. Tu vois, et authentiquement, des fois, ces gens-là, tu les démarres avec de l'activité physique, de la kiné, autant des fois, le poids du psychique est vraiment trop lourd et il tire tout vers le bas. Et les Hmm. gens n'investissent pas les propositions parce qu'en fait, ils ont une amotivation qui est liée à leur dépression. Il faut leur faire comprendre que temporairement, OK, on va mettre un antidépresseur pendant 3 4 5 mois, et puis ensuite, on va l'arrêter. Et le but du jeu, c'est de l'arrêter. Mais pour l'arrêter, il faudra le mettre. Mm, mm. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et des cas comme ça, et c'est marrant que tu aies cité le cas de l'antidépresseur parce que c'était en lien avec ma femme qui a fait un gros burn-out et qui a souffert de fatigue chronique et douleurs chroniques pendant des années. Elle faisait de l'hypersomnie et elle était allée voir une clinique du sommeil. Elle avait fait passer la nuit avec les capteurs partout et en gros, ils avaient dit qu'ils savaient pas ce qui se passait, mais qu'ils pouvaient lui proposer un antidépresseur qui avec comme effet secondaire de l'aider à dormir un petit peu plus. Parce que, à savoir qu'elle dormait 12 heures, 13 heures par nuit, plus 1 ou 2 heures de sieste par jour. Et elle avait besoin de ce sommeil-là. Elle n'arrivait pas à fonctionner sans. Et on était même au stade où on réfléchissait quand on devait se déplacer pour aller faire quelque chose ensemble. Ah, mais où est-ce qu'on va parquer la voiture? Est-ce que ça va faire trop pour toi de marcher pendant 10 minutes? Et est-ce que tu vas pouvoir durer le reste de la journée ou pas? Et il s'avère que cet antidépresseur, qui donc n'était pas vraiment fait pour ça à la base, eh ben ça a été un cauchemar pour l'arrêter. Elle a eu des symptômes au niveau dépendance qui ont été absolument exécrables, au point où on avait les petites capsules et on l'ouvrait et on devait compter toutes les petites billes dedans et on enlevait seulement un certain pourcentage toutes les X semaines pour faire le sevrage, parce que sinon elle avait des douleurs et des symptômes qui étaient, qu'elle pouvait absolument pas tolérer. Et c'est triste qu'on prescrive des choses comme ça et qu'on ne voit pas
le versant du fait que, bah, à un moment donné, il faudra bien l'arrêter, mais qu'est-ce que ça va coûter vraiment de le faire? Ouais, je suis d'accord avec toi et ça soulève un autre point qui est celle de l'approche globale du soin. Hmm, Tu vois, parce que finalement, euh, aujourd'hui, on veut mettre, alors on digresse un peu, mais ça me semble intéressant, on veut mettre une béquille psychique, tu vois, des fois, ça va être un médicament, des fois, ça pourrait être une psychothérapie de soutien avec un mhm, humain qui t'aide à avancer, sauf que le médicament, il est pris en charge par la collectivité, par la Sécu, hmm, l'humain, non, ouais. tu vois. Donc en fait, on a des réflexes qui deviennent finalement les réflexes conditionnés par le milieu dans lequel on nous fait évoluer. Ouais, qui sont pas toujours alignés avec le bienfait sur le long terme du patient et parfois c'est l'argent qui prend le dessus malheureusement ou là peut-être la facilité, je sais pas Moi, je dirais plus la facilité Hmm, et le réflexe parce que tu vois, tu proposes des psychothérapies de soutien à 50 euros la séance à 50 personnes et on te dit 50 fois non, j'ai pas l'argent, c'est trop cher, tu vois, je peux pas. En fait, tu proposes plus. ouais, c'est ça. Ouais, et il y a aussi je pense, il y a encore, je pense aujourd'hui, une connotation négative avec toute intervention côté psychologique, même si bah, moi j'en ai beaucoup bénéficié à un certain moment de ma vie où c'était une période très très compliquée, bah, notamment c'était d'ailleurs la période dont j'ai parlé tout à l'heure, quand ma femme était vraiment pas bien niveau santé, et moi j'avais tout notre monde familial sur les épaules, avec en plus un grand déménagement depuis le Canada pour revenir en Suisse. Et on a fait appel à de l'aide de ce côté-là. Moi-même, je suis allé voir une psychologue, j'ai fait des séances et je sais que ça m'a énormément aidé. Mais, et c'est pas quelque chose qui m'a dérangé sur le moment, absolument pas. Par contre, tu m'aurais demandé 10 ans auparavant, ah oui, tu vas voir un psy, machin. Je t'aurais dit, ouais, non, je suis pas fou. Et je pense qu'il y a encore cette connotation négative de la psychologie, comme quelque chose de négatif ou quelque chose qui veut dire que tu as un problème et que t'es presque, c'est à toi la faute, si tu veux bien. Ouais, tu as toujours cette connotation, c'est les fous qui vont chez les psys. Hmm, Euh, la réalité, elle est complètement différente et je pense, encore une fois, tu vois on fait partie de la génération qui va vivre la déconstruction de ces choses-là mhm, mhm, euh, et qu'on va avancer sur la prise en charge du soin en psycho, qu'on va avancer sur la qualité aussi. Il y a plein de choses qui vont évoluer dans le bon sens. mhm, Bon. Et sur la prévention en santé mentale aussi. Tu vois, moi aujourd'hui, euh, quand je sens que ça va pas aller, tu vois, je vais voir la psy de temps en temps pour vider un peu, pour euh, essayer de trouver des techniques pour continuer à être aussi fonctionnel, aussi performant, tu vois, parce parce que parfois c'est pas simple, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a plein de trucs. Et faire de la psy préventive, je pense que c'est un truc qu'on devrait faire plus et que sociétalement, de toute façon, on va faire plus. mhm, Et je pense que ça, c'est le prochain versant de la santé vers lequel on va se diriger, qui est la prévention. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le soin, on n'est plus assez nombreux pour en faire dans une population qui est aussi vieillissante et aussi en mauvaise santé. Donc, de plus en plus, on va voir de la prévention. On aurait bien aimé la voir à la génération d'avant et faire de l'application proactive de prévention. Bon, bah, nous, mhm. on est la génération qui va faire de l'application réactive de prévention. Mais on le fera. C'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Bah, on est sur le sujet hein, de la responsabilité, de la responsabilisation de l'individu vis-à-vis de sa santé. C'est ça aussi la prévention. Alors forcément, il faut donner les outils pour, mais tout ce que tu as cité avant, activité physique, nutrition, mode de vie, c'est des choses que chacun peut prendre en charge, devrait prendre en charge, ou en tout cas devrait avoir les connaissances minimales nécessaires pour mettre en place au quotidien. Bah, ça, alors, j'allais dire, bah, ça ferait peut-être que tu aurais moins de boulot, Ben ouais, mais mais, mais, mais c'est peut-être une bonne chose au final. moi j'aimerais bien avoir moins de boulot. Euh, euh, J'aimerais bien. Aujourd'hui, tu vois, quand je vois la direction qu'on prend aujourd'hui, j'ai assez de boulot. J'ai pas trop de boulot, tu vois. Je suis un mec heureux. J'ai de la chance, j'ai un bon boulot qui me plaît, dans des amplitudes horaires qui sont cool. Je suis pas obligé de bourrer mes consultations. J'ai le temps de prendre du temps avec les patients, de discuter et tout. Aujourd'hui. Demain.
je sais pas, tu vois, la France, depuis la loi E20, stagne aux alentours de 24-25% de fumeurs. Euh, on vient de passer le cap des 50% de personnes en surpoids ou obèses. On a 95% de nos concitoyens qui ne font pas assez d'activité physique d'après le rapport de l'ANSES en 2022. Euh, est-ce que demain, tu vois, est-ce que demain, j'aurai toujours la même qualité de boulot si je veux pouvoir voir tous les patients? Hmm. Pas sûr. Donc moi, mon grand rêve, si tu veux, c'est que dans 20 ans, les gens, enfin mon grand rêve, c'est pas un rêve parce que tu vois, j'essaye d'y participer à mon échelle, mais mon objectif, c'est que les gens ils soient suffisamment éduqués pour que les gens que je peux éviter de voir, parce qu'ils resteront en bonne santé, ben, ils soient en bonne santé et que je les vois pas. Mhm. Ouais, et ça, ça demande, je pense, un changement de paradigme chez l'individu en général. C'est de devenir acteur de sa santé, devenir acteur de sa vie, plutôt que de dire, ah non, moi je veux rien faire, donne-moi un médoc, donne-moi un cacheton, et ce sera plus facile comme ça. Alors je dis pas que tout le monde parle comme ça, mais forcément, la prise de responsabilité, ma femme le répète tout le temps, la responsabilité, c'est l'habilité à répondre, c'est la capacité à répondre à une situation difficile, à la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Avec, comme disait Oncle Ben, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et faut, en gros, tu es obligé de prendre les deux. Tu peux pas juste prendre le côté positif et laisser le reste. Donc, ça demande quand même un certain investissement personnel de faire ce changement. Ouais, ça demande, et encore une fois, tu vois, on revient sur la question du why, du pourquoi est-ce que tu Mhm, fais ce changement. mhm. Et aujourd'hui, bah, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ce changement parce que, et disons, ils voient pas les bénéfices de ce changement. Tu vois, la temporalité motivationnelle de Prochaska et Di Clemente, 83, je crois, ça te parle ou pas, le cercle de motivation au changement? Rappelle-moi, pas Alors, comme ça. tu sais, quand tu as quelqu'un qui veut changer, Prochaska et Di Clemente, c'est les deux premiers mecs à avoir décrit un petit peu les temporalités motivationnelles. Hmm. D'abord, tu as t'as les gens qui sont pré-contemplatifs. Eux, ils Ah ouais, comprennent ouais. même pourquoi ça leur pose pourquoi il y a un lien entre leur comportement et leurs problèmes de santé. Ah, est-ce que ça a à faire avec l'idée de incompétence inconsciente, incompétence consciente ensuite... Ça pourrait être Hmm. rapporté, ouais. C'est Ok, pas les mots qu'ils utilisent, mais ça d'accord. pourrait être rapporté. Hmm. Et après, tu as les mecs qui sont contemplatifs. Et les contemplatifs, je pense que c'est beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont conscience du problème que leur comportement de santé va avoir, tu vois, sur leur santé, leur Hmm. comportement sur leur santé. Par contre, le bénéfice immédiat qu'ils tirent de leur comportement est supérieur au coût qu'il faudrait pour avoir le bénéfice à long terme, tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, Leur vie est pas assez impactée négativement pour que ça les induise à changer quelque chose. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, je ferai ça demain, tu vois, typiquement. Je ferai ça demain. Ils savent qu'il y a un problème à être sédentaire, ils Hmm. savent qu'il y a un problème à prendre 1 kilo tous les 2 mois. Juste, c'est confort, c'est cool. Faire du sport, faire du sport, c'est chiant. Un Tu vois, j'aime confort, pas, j'ai ouais. pas envie, machin. Netflix, j'aime bien. Je sais faire, je suis compétent là-dedans, il n'y a aucun problème. Alors que le sport, quand même, je vais aller à la salle, je sais pas comment ça va se passer, on va me Ouais. juger. Enfin, tu vois, tout plein de trucs. Hmm. Euh, Aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de gens bah, qui sont là-dedans, dans le contemplatif, euh, et chez qui mais il faut modifier un petit peu leur why, leur pourquoi. Alors, nous, c'est facile. On a la temporalité opératoire. Pourquoi est-ce que je vais me bouger le cul? Bah, parce qu'en fait, j'ai pas envie de Hmm. terminer en réanimation à la suite de mon opération, tu vois. Ouais. Euh, pour la population générale, ça peut être un peu plus compliqué et je pense malheureusement qu'on va en arriver sur des why financiers de plus en plus importants. Aujourd'hui, il y a certaines mutuelles outre-Atlantique qui disent, eh ben voilà, Michel, on va te donner ce podomètre connecté, tu vois, qui va être en lien avec notre plateforme de télésurveillance. Et euh, tous les jours où tu fais 10 000 pas, on les enregistre. Et si dans un mois, tu fais plus de 2 tiers des jours où tu fais 10 000 pas, alors ta cotisation mutuelle, elle va te coûter 10, 20, 30% moins cher. Ça, c'est la phase 1.
Après, il y aura la phase 2, celle qui dira, OK, Michel, ça, c'est un bracelet accéléromètre, tu vois, podomètre connecté. Euh, Tous les jours, on va regarder combien tu fais. Et quand tu fais 10 000 pas par jour, c'est cool. Et si pendant un mois, il y a un tiers des jours ou plus où tu fais pas 10 000 pas par jour, là, ta cotisation, elle va monter. Ça sera la phase 2. Mhm. Et je pense que le levier qui va être le plus efficace, malheureusement, c'est le levier financier. Et est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? J'ai pas la réponse. Là, tu vois, j'y réfléchis beaucoup. J'ai pas la réponse. Je pense que ça dépendra de à quel point les gens qui font ça et les gens qui sont aux commandes des mutuelles et des organismes de remboursement des soins, que ce soit la Sécu, je pense que la Sécu pourrait y venir un jour, mais tu vois, ça dépend de à quel point c'est des bons humains à l'intérieur ou pas. Ça dépend de est-ce que leur driver, c'est euh, faire du médico-économique et améliorer l'efficience médico-économique globale de la communauté ou gagner du pognon juste pour eux. Ça Mhm. dépend si leur alignement, il est neutre bon ou neutre mauvais, tu vois. Ouais. Moi, je suis typiquement un optimiste. Le nom Upside veut dire quelque chose pour moi, mais c'est vrai que quand on parle d'assurance, en général, c'est l'argent qui les intéresse avant tout, aux dépens parfois et même souvent de notre santé. Mais comme tu l'as dit, à voir, on espère que ce soit pour les bonnes raisons ou que on arrive à avoir des gens qui soient aux commandes, qui aient les bonnes intentions. Mais Ouais. encore une fois, avant même d'en arriver là, on peut chacun prendre cette responsabilité, être plus actif, faire les démarches nécessaires. Et comme tu l'as dit, tu y participes, tu es acteur là-dedans. Tu es médecin, mais tu produis aussi du contenu sur YouTube, sur Instagram, Ouais. pour rendre cette information accessible, parce que justement, ça passe par là, ça passe par une éducation qui malheureusement n'est pas présente dans nos écoles aujourd'hui, qui devrait l'être, qui aurait dû l'être et qui doit l'être dans le futur. Mais à notre échelle, on essaie de contribuer avec cette production de contenu. Quand est-ce que tu as commencé cette aventure, toi, et pourquoi est-ce que tu l'as commencé surtout? Moi, je l'ai commencé en juillet 2023, juillet-août 2023. Et comment ça commence? En fait, à la base, euh, je reçois un mail qui m'est transféré par un pote. Je ne sais pas comment lui l'a reçu, mais c'est un mail de la société de prod de Major Mouvement, Mhm, un kiné qui fait beaucoup de choses hyper chouettes sur les réseaux. Euh, qui dit en fait on va lancer un nouveau format qui s'appelle la consulte, qui est un format où on veut faire parler des médecins de sujets, machin, très intéressant, et ils cherchent des médecins. Et donc là, on est en mars 2023, et moi, j'envoie un mail en disant, bah, c'est quoi, moi, ça m'intéresse, je suis médecin et j'aurais envie de parler de trucs, tu vois, je trouve ça cool, je suis à l'aise à l'oral, et tu vois. Et donc, on tourne ensemble avec plein d'autres gens hyper cool, on fait des vidéos super chouettes, et puis je me dis, en vrai, c'était cool, c'était une bonne expérience. Et puis, moi, j'étais déjà consommateur de podcasts, j'étais déjà consommateur de vidéos YouTube, tu vois, j'étais déjà très consommateur de digital. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est un super outil, le digital. Parce que tu veux savoir comment tu dois faire pour régler tel ou tel problème de santé. euh, Prends rendez-vous avec moi sur Doctolib, tu vois, et on se verra dans 2 mois et demi. Ouvre ton téléphone et cherche mon compte YouTube, peut-être tu auras l'information tout de suite et tu auras peut-être 80% de l'information. mhm, Ça n'empêche pas qu'on se verra si tu veux dans 2 mois, 2 mois et demi, mais tu auras déjà pu avancer tout seul. Et moi, dans mon idée de euh, pouvoir avoir du temps plus tard, tu vois, finalement, en fait, c'est un driver purement égoïste, en fait. Moi, ce que je veux plus tard, c'est euh, euh, pouvoir passer du temps avec mes proches, tu vois, pas être tout le temps au boulot parce qu'il y a plein de gens à soigner. Donc finalement, non. En fait, je suis un égoïste. Dans ce driver, tu vois, je me dis, bah, en fait, il faut éduquer les gens et c'est un super média, une super mhm, occasion. Et la première vidéo que je tourne avec Greg de Major Mouvement devait sortir en juillet. Et donc là, je me dis, bah, en fait, c'est quoi? Il faut que ma chaîne YouTube et que mon compte Insta, il soit en place pour juillet. Donc, je fais un peu tout à l'arrache parce que j'y connais rien à l'époque, que en parallèle, j'ai mon cabinet à gérer, que je continue à donner des cours à la fac. Enfin, tu vois, il y a plein de mhm. trucs qui s'empilent. Et, euh, et in fine, donc, je lance en juillet ou août 2023, je sais plus. Donc, ça commence comme ça.
Et aujourd'hui, comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour les différents sujets? Qu'est-ce que tu abordes comme sujet au travers de tes vidéos et qu'est-ce qui te motive à continuer à en faire? Alors, ce que j'aborde, en fait, c'est à peu près toujours la même chose, c'est comportement de santé et prévention des maladies. Moi, mon objectif, c'est que les gens ils puissent avoir les connaissances euh, pour mettre en place toutes les actions de prévention à leur niveau et de les éduquer un petit peu sur le pourquoi. Tu vois. Euh, Comment est-ce que je choisis mes sujets? Je sais pas. Je suis naze pour choisir. Je discute d'ailleurs je discute avec Anaïs, qui est une copine qui est pas du tout dans le médical, elle qui fait du montage vidéo. Hmm. Et je lui dis, mais en fait, tu vois, je sais jamais de quoi je voudrais parler. Elle me dit, mais en fait, tu pourrais parler de ça et tel sujet. Je dis, mais attends, mais ça, les gens, ça va les faire chier. Tu vois, donc elle m'aide vachement. Je discute aussi avec Laurie, ma compagne, je discute avec des potes qui sont pas médecins, tu vois, pour essayer de comprendre parce que il y a un truc qui est un peu compliqué, je sais pas, limitant quand tu es sachant dans un domaine, c'est que tu n'arrives plus à te rappeler ce que c'était quand tu n'étais pas sachant du domaine, tu Hmm. vois, et à quel point tu as été content de découvrir tel truc. Donc il y a beaucoup de sujets que je m'inhibe de traiter en me disant, mais ça, les gens vont pas aimer, ils vont trouver ça chiant et tout. Alors qu'en fait, tu vois, en discutant avec des gens qui sont pas du tout dans la santé, ils me disent, mais non, mais c'est vachement intéressant, on n'y connaît rien, à ça, hésite pas. Et donc voilà, les sujets, tu vois, j'essaye de discuter avec des gens qui sont pas médecins pour avancer là-dessus, ouais. Ouais, ouais, je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve pas mal, le fait d'essayer en fait, on réfléchit à notre propre niveau de ce que nous, on aimerait voir ou de ce qu'on a envie d'apprendre, Ouais, en fait, on est la dernière personne à qui il faudrait demander. c'est exactement ça. Ouais, ouais, moi, je trouve que les conversations au quotidien que je peux avoir avec des sportifs, avec des athlètes que je suis ou pas, ou même des personnes dans la vie de tous les jours peut-être des proches qui me posent des questions, je trouve que c'est toujours une source d'inspiration très très intéressante, comme tu l'as dit, parce que ça te montre en fait la réalité du terrain. Nous, on est perdu dans notre nuage d'idées avec tout ce qu'on comprend déjà et ce qu'on connaît déjà, alors qu'en fait, il faudrait souvent revenir à des choses beaucoup plus simples et accessibles. Et je pense on redit jamais assez la même chose, hein. Moi, j'ai l'impression des fois de me répéter tout le temps. Mais je sais aussi, si je prends un petit peu une perspective externe sur ma consommation d'informations, je sais qu'il y a des choses que j'ai vues 1000 fois et c'est la 1001e fois que je le vois que ça va percuter parce qu'il y avait une analogie, parce qu'il y avait une tournure, parce qu'il y avait peut-être un titre ou une image. Ouais. Et donc il faut pas qu'on ait peur de toujours répéter les choses parce que des fois il faudra toutes ces répétitions en fait déjà pour nous qu'on arrive à l'internaliser et mieux le communiquer et pour la personne en face pour que ça connecte au bon moment. Mais c'est pas facile de ce point de vue-là. On se bride souvent nous-mêmes, alors qu'en fait, on devrait être les derniers à juger notre propre contenu. C'est le public qui décide au final. Ouais, complètement. Mais pour autant, tu vois, ça amène quand même cette espèce de vulnérabilité où tu dis, bah, en fait, tu sais, je vais ressortir cette vidéo, je vais ressortir ce contenu que j'ai déjà un petit peu fait, qui machin. Comment les gens vont l'accueillir? En fait, la plupart du temps, les gens, ils se rappellent même plus que tu l'as déjà traité. Il n'y a que toi qui t'en souviens. Parce que les gens, ils consomment tellement de trucs qu'en fait, ils l'ont oublié. Ouais, ou alors, en fait, on se dit, ouais, bah toi, tu sais tout ce que tu as publié, mais il y a des gens qui vont voir une vidéo ci, une vidéo là, et t'as beau parler d'un truc H24 pendant 3 semaines, et puis tu vois quelqu'un en vrai une fois qui dit, ouais, je regarde tes vidéos, puis tu dis, ah ouais, est-ce que tu as vu que la semaine prochaine, je fais un truc? Il dit, ah non, j'ai pas, non, j'ai pas Ouais. vu, j'ai aucune idée. Alors en fait, nous, on voit tout ce qu'on fait, mais en fait, les gens, ils voient qu'une très petite partie de ce qu'on propose. Alors merci les algorithmes et compagnie, mais c'est simplement la nature du monde actuel et de cet écosystème et la manière dont ça fonctionne. Donc faut jouer avec. Mais c'est vrai que voilà, si on prend notre propre perspective, on va souvent être limité dans ce qu'on va pouvoir transmettre. Ouais, ouais, complètement. Faut pas se brider, en fait. Mais tu sais, je vais garder ta phrase. On devrait être les derniers à se demander ce qu'on veut faire. Euh, je vais arrêter de me demander ce que je veux faire. Tu sais, je vais faire produire mon éditorial ou en tout cas mon choix de thématique, je vais le faire faire par d'autres gens. Tu sais, je vais faire ça. On va voir. Ça se trouve, ce sera hyper facilitant, hyper relaxant.
Déjà, ça fait que toi, tu vas pouvoir approcher toutes les questions avec un petit peu de fraîcheur parce que c'est pas des trucs nécessairement auxquels tu auras réfléchi toute la journée parce que ça tourne dans ta tête. Et oui, je pense que honnêtement, moi, c'est ce que je préfère faire même aujourd'hui, c'est prendre des questions qu'on m'a posées, prendre un Ouais. commentaire et répondre à un commentaire. Et des fois, ça te force justement à l'aborder d'une manière légèrement différente de ce que tu as pu faire dans le passé. Mais en tout cas, on se réjouit de voir tout ça. Bien entendu, les liens seront dans la description du podcast. On s'est croisés au début du mois de décembre à la réunion des affiliés CrossFit France Ouais. 2024 à Sorgues, comme tu l'as dit tout à l'heure. Parle-nous un petit peu de ton intervention là-bas. Comment tu es venu à présenter dans le cadre d'une réunion d'affiliés CrossFit et quel était pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là et de la voir, quel était le fer de lance de cette présentation pour toi et pourquoi c'était important? Euh, c'est probablement le congrès qui m'a, enfin le congrès, tu vois, l'intervention que j'ai fait qui m'a le plus marqué en 2024. Je parle très régulièrement dans des congrès nationaux de ce que je fais et dans des congrès de médecine de différentes spécialités. Et pourtant, c'est vraiment cette intervention-là qui, pour moi, a été la plus marquante de 2024. À la base, euh, je fais une conférence. Tout commence par ça, en fait. Je fais une conférence qui s'appelle CrossFit et santé parce que je suis convaincu de l'impact de la méthodologie CrossFit sur la santé. La méthodologie CrossFit, hein, globalement, pour ceux qui nous regarderaient et qui ne connaissent pas, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais c'est de l'aérobie avec de la basse et de la haute intensité, du renforcement dans une communauté où tu pratiques en groupe et avec des exercices que tu fais de manière un petit peu complexe. Et ça, quand tu décortiques chacun de ces sous-chapitres et que tu le compares aux recommandations scientifiques de vivre longtemps, rester autonome, éviter les problèmes de santé physique, les problèmes de santé mentale, c'est probablement une des façons les plus optimales de Hmm. s'entraîner ou de s'exercer pour un être humain. Donc moi, tu vois, étant connaisseur parce que pratiquant aussi, euh, et donc ayant ce côté pratiquant et le côté scientifique de l'affaire, je suis convaincu que le CrossFit, c'est une excellente manière. Donc, je fais une conférence initialement à destination des profs, des coachs, des BPGEPS, des honneurs, parce qu'il y a un truc quand même qui va pas, c'est que des fois, les connaissances ou la manière d'aborder les gens sont parfois un peu light. Tu vois, je fais régulièrement des congrès à droite à gauche. J'essaye au maximum de faire des drop-ins dans différentes salles et dans 80%, c'est nickel et peut-être 20%, j'exagère peut-être un peu, tu vois, où j'ai peut-être un mauvais biais, mais il y a des endroits où ça va pas. Et quand tu fais du soin, tu peux pas dire ça va pas. Euh, Quand tu mets un médicament sur le marché, il a été multitesté pour qu'on soit sûr qu'il soit pas dangereux, efficace, pas dangereux. Quand tu fais du soin avec des humains, ben, en fait, c'est la qualité de leur formation qui fait que ils sont efficaces et pas dangereux. Donc, moi, je me dis, en tant que médecin, tu vois, je connais le sport, je connais la discipline, je connais ce qu'il faut faire, donc je vais faire une conférence pour faire monter en niveau des coachs de CrossFit pour qu'ils puissent encore mieux encadrer les gens et Hmm. participer à la bagarre. Et je dis, je vais aller à ma salle locale. Donc, j'appelle Aurélien, le head coach, et je lui dis, écoute, tu vois, j'ai fait cette conférence. Franchement, j'aimerais bien la tester sur des coachs de CrossFit parce que, en vrai, je l'ai fait moi avec mes connaissances, tout ça. Ça me parle beaucoup, mais peut-être ça leur parlera pas à eux, tu Hmm. vois. Donc, on se réunit, donc on est avec les six des coachs de la salle. Puis, tu vois, je leur fais mon topo et tout. Et ils me disent tous, putain, c'est vachement cool. Tu vois, on remet deux ou trois petits points qui étaient soit un peu trop complexes, soit pas assez développés. Hmm. Et globalement, un super retour. Et, euh, et en parallèle de ça, je commence à diffuser un questionnaire à plein de médecins sur c'est quoi les représentations que vous avez du CrossFit, avec plein de questions ouvertes, tu vois. Décrivez le CrossFit en quelques mots. Est-ce que vous avez déjà envoyé des gens? Est-ce que vous avez déjà déconseillé à des gens, tu vois? Et puis les réponses commencent à arriver et je me dis, mais en fait, putain, ils n'ont pas du tout une image favorable du CrossFit. Hmm. Et un des trucs qui fait qu'ils n'ont pas une image favorable, c'est on pense que c'est un sport de bourrin où les gens se blessent et où ils sont encadrés par des peintres. Et en fait, j'envoie un message à Julien Festor.
Tu dis, écoute, voilà, je suis médecin, je m'intéresse au CrossFit, j'ai fait une conférence. euh, et j'ai aussi cette étude sur les médecins et on se rend compte que, bah, en fait, tu vois, il y a une espèce de mismatch entre les bienfaits et la représentation, tout ça sur fond de les coachs ne sont pas assez compétents, ce qui est Mm. vrai pour certains, mais pas du tout pour tout le monde. Et je dis à Julien, en vrai, tu vois, peut-être on a moyen de travailler ensemble pour essayer de combler ce gap. Et c'est là où finalement on organise cette intervention à la réunion des affiliés, où j'ai pu parler des bénéfices réels du CrossFit. Quand je dis réel, ça veut dire prouvé par la science, du CrossFit sur la santé, où j'ai pu parler du contexte global, parce que tu vois, quand tu es dans une box de CrossFit, tu es dans un écosystème avec que des gens qui sont actifs Mm. et tu te rends pas compte que 50% des Français sont en surpoids ou obèses, que 95% des Français sont insuffisamment actifs. Tout ça, tu le vois pas. Donc, tu as une espèce de biais de représentation. Donc, On vit tous dans des mondes parallèles, comme avec les réseaux. Tu regardes le feed que tu as sur ton Insta et le mien et celui d'une troisième personne. On vit dans des mondes parallèles, en fait. complètement. Donc, j'ai essayé, tu vois, de remettre un petit peu le contexte général. Mm. Et puis ensuite, de parler aux owners de cette représentation qu'ont les médecins. Alors, j'ai pu le faire là à Sorgue. J'espère que ça va se faire un petit peu plus. Je suis en train de finir d'écrire l'article qui correspond, tu vois, je vais le publier dans une revue à comité de lecture de médecine du sport probablement, pour diffuser encore plus cette information qui est pour moi fondamentale. Et puis d'essayer de faire se rendre compte aux owners que il y a un peu de travail de leur côté Mm. pour se former, pour monter en compétences et puis pour montrer patte blanche à un système de soins euh, avec lequel je travaille aussi pour qu'il accepte de voir cette patte blanche et de créer le bridge entre les deux, quoi. Ouais, et je pense que c'est une initiative qui est nécessaire et qui est super intéressante et en tout cas que je soutiens et c'était une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir sur le podcast. Je pense que c'est des initiatives comme ça qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire le lien entre ces mondes qui des fois se parlent pas du tout et qui se connaissent pas en fait l'un ou l'autre. Mais il faut des gars comme toi qui sont prêts à, comme tu as dit, enjamber la rivière ou le gouffre et essayer de faire le lien entre les deux. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Merci. Merci pour ton soutien, ça me touche vraiment. Virgile, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important dans notre petit échange d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais remettre en avant pour terminer cet échange? Euh, S'il y a un truc que je voudrais remettre en avant, c'est si vous nous regardez aujourd'hui et que vous bossez avec des gosses, que vous êtes dans un club de sport, que vous êtes dans un établissement, que vous êtes dans un centre aéré, j'en sais rien, et que vous avez la possibilité d'inculquer des bonnes valeurs, des connaissances, des trucs à des gamins, et que ça fait pas partie de votre fiche de poste, tu vois. Ça fait partie de votre responsabilité d'humain. Donc si vous avez des gamins entre les mains dans votre boulot, euh, plantez les bonnes graines dans leur tête, parce que c'est vraiment à ce moment-là que la majorité des choses se jouent. Et nous, derrière, on peut essayer de rattraper tout ce qui s'est pas bien passé. En vrai, plus on éduquera les gosses et plus on développera euh, euh, plein d'humains avec plein de bonnes connaissances, mieux on se portera tous. Merci beaucoup, Virgile. C'était un plaisir de t'avoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, les différents liens, ta chaîne YouTube, Instagram, Smart Care Academy. Tu peux nous parler de ça un petit peu aussi avant de terminer? Smart Care Academy, c'est le projet qu'on a lancé avec des deux copains en 2024. C'est une boîte de formation qui fait des conférences, tu vois, qui fait de la formation continue. On l'a lancé avec un gars qui s'appelle Mathieu, qui est urgentiste, un gars qui s'appelle Simon, qui est psychiatre. Et en fait, on a des obligations de formation quand on est médecin, si tu veux, et on s'est rendu compte que la plupart du temps, c'était des formations qui étaient dispensées par des organismes et qui étaient dirigés par des gens avec un profil, tu vois, commercial, et les formations étaient bien mais pas top, parfois un peu creuses, correspondaient pas à ce qu'on voulait faire, correspondaient Hmm. pas à ce dont on voulait parler. Donc on a dit, bah, tu sais quoi, au lieu de râler,
on va monter notre truc à nous, dans lequel on va parler des choses qui nous semblent importantes, de la santé mentale, des premiers secours, de l'activité physique, de la rééducation dans les parcours onco, tout ce qui nous parle, qu'on sait faire, et on va en parler avec nos tripes et on va faire nos formations. Et Smart Care Academy, c'est notre petit bébé qu'on essaye de faire grandir, qu'on va faire grandir en 2025 et dans lequel on va faire des formations notamment sur activité physique, entraînement hybride et santé, sur tout ce qui est nutrition, activité, renforcement pour les gens sédentaires, pour les parcours post-cancer, pour plein de maladies, pour essayer justement de dire, bah, tu sais quoi, nous, on sait, parce qu'on a lu la littérature, parce qu'on le fait au quotidien, on connaît les recommandations, parfois on a contribué à les écrire, ces recommandations. Donc, on sait et on a envie de transmettre. Donc, tu sais quoi, on va pas s'en priver. Venez, on va vous expliquer. Ça va bien se passer, ça va être cool. Trop bien. En tout cas, vous savez ce que vous avez à faire. Allez vous abonner à l'Instagram du docteur Pinelli et à sa chaîne YouTube également. Virgile, merci encore. Merci beaucoup, Sean. Merci pour l'invite. C'était hyper chouette, ça me touche. Et puis, c'était un grand plaisir. À la revoyure. Ciao. Alors, ciao. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top, en plus elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends deux, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.